Victor Hugo était croyant et laïque. C'est lui qui disait « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». La laïcité, à mes yeux, pose le triple principe de liberté de conscience, d'égalité de droits de tous les citoyens et d'orientation de la sphère publique vers le seul bien commun à tous. La religion n'est pas un bien commun à tous. L'athéisme non plus. Comment est-ce qu'on peut être égaux et différents à la fois? C'est pas abstrait. C'est une réalité que tout le monde vit tous les jours. La laïcité, c'est de dire chacun a le droit de penser et de dire ce qu'il veut, à une condition, c'est de ne pas vouloir imposer à d'autres sa façon de régler les problèmes fondamentaux de la religion, de la croyance, de la foi. L'objectif ici, comme ce mouvement laïque, nous le voulons ouvert, en perpétuelle ébullition, avec des idées qui s'entrechoquent, c'est justement de pouvoir imaginer le futur ensemble, réfléchir, émettre des idées peut-être parfois qui paraîtront les plus loufoques, les plus avant-gardistes, mais essayer de baliser l'avenir. Et c'est un travail qui pour nous est absolument indispensable parce que notre mouvement, on a vraiment envie de pouvoir essayer de promouvoir un vivre ensemble, une citoyenneté active, critique, responsable. Et donc toutes les idées sont toujours les bienvenues. L'enseignement, eh bien, pour la laïcité, c'est le cœur même de l'ensemble de ce que nous représentons et de ce que nous avons comme aspiration pour l'avenir, pour les générations des jeunes qui sont là et qui méritent et qui ont droit, c'est un droit fondamental, qui ont droit à une éducation qui les libère. Même à l'époque, au cœur de la Révolution française, les débats sur le rôle de l'école et sur ce que l'on entend par ce qu'on n'appelait pas à l'époque une démocratisation de l'enseignement, mais peu importe, ce qu'on entend par le rôle de l'État dans l'éducation, que cela faisait fortement débat. Le principal adversaire de la vision démocratique de l'enseignement, c'est ce que j'appellerais la vision marchande de l'école. Cette vision marchande qui résulte de la crise économique dans laquelle est plongé le capitalisme mondial, mais qui résulte aussi de l'action déterminée, de l'action proactive d'un certain nombre d'organismes internationaux. Je pense à la Commission européenne, à l'OCDE, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Nous sommes dans une société capitaliste, on peut le regretter, mais le marché, il est là. On peut le regretter aussi, mais la révolution n'aura pas lieu demain ou après-demain, etc. Donc le marché, il est là, mais comment faire pour qu'il bouffe pas tout ? Il faut savoir où ils sont, ces lobbies. Il faut reconnaître leur façon d'agir, leur ruse et leur manigance, leur influence sur les médias, les journaux, les radios. Là, il y a un travail à faire et je vous invite à vous mobiliser pour ce travail. Merci. La morale édicte des principes et à partir de ces principes, nous dit comment on doit fonctionner pour être en accord avec ces principes, alors que l'éthique, elle fait exactement l'inverse. Elle part de la situation concrète, elle identifie le conflit de valeurs et à partir des différentes ressources, dont la morale, mais pas seulement la morale, de la sociologie, du droit, de la religion, de tout ce qu'on voudra, fait confluer et essaye de dégager une solution gérable pour des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Si vous voyez quelqu'un qui souffre dans la rue et qui a besoin de vous et que vous lui tendez la main, vous ne tendez pas forcément la main parce que vous spéculez sur les dividendes du geste que vous faites le jour de votre mort. Vous lui tendez aussi la main parce que la douleur qui est la sienne est également la vôtre. Je commencerai
par un poème d'un poète qui aurait eu sa place ici aujourd'hui aussi, et que je l'invite à être avec nous en écoutant sa chanson. C'est Francisco de Quevedo, le poète qui a dit à son époque, alors, on doit toujours penser ce qu'on dit, on ne va jamais dire ce qu'on pense. Voilà, c'est un peu, ça ressemble à Indignez-vous, voilà. Et j'ai donc commis ce petit livre qui a eu un succès incroyable et qui nous appelait à nous indigner, mais je l'ai fait suivre d'un deuxième petit livre que nous avons appelé « Engagez-vous ». Il ne suffit pas en effet de s'être indigné. Il faut être passé par l'indignation pour savoir qu'il y a à faire, mais il faut ensuite s'engager. Et aujourd'hui, les possibilités d'engagement existent heureusement, non seulement dans des organisations comme Amnesty, comme la Ligue des droits de l'homme et d'autres, qui constituent des engagements humanistes. Il y en a, mais on peut s'engager et on doit s'engager politiquement. Nous avons besoin de démocratie et les démocraties n'existent que soutenues par des militants pour les différents partis. Qu'est-ce qui garantit aux femmes le travail, la protection, la possibilité de sortir? C'est la protection de la famille. Ce sont les solidarités familiales qui protègent les filles. Ce n'est pas l'État qui applique la loi sur l'égalité qui va protéger les filles, n'est-ce pas? En Algérie, pendant toute la période socialiste, il y avait 8% de femmes qui travaillaient seulement. 8% de femmes actives. Et sur ces 8%, il y en avait 60% qui étaient des femmes qui avaient des diplômes de médecins, d'avocats, de pharmaciennes. Celles-là, on ne pouvait pas ne pas les employer en Algérie. Je sais que dans certains esprits occidentaux, on pense que ces pays-là, ces pays que l'on appelle arabes et musulmans, et qui sont ni arabes ni musulmans, on pense que ces pays-là ne se sont révoltés que pour se soumettre à Dieu, n'est-ce pas? On oublie que ces pays-là sont en train de vivre des contre-révolutions. La perspective ouverte par Nietzsche est de dire que celui qui se plaint du monde a tout à fait raison de le faire, est cohérent en le faisant, mais en se plaignant d'un monde qui nous fait souffrir, on souffre deux fois, on souffre au carré. Donc c'est une sagesse qui a pour effet d'accroître la souffrance, justement. En aimant la vie jusque dans ce qu'elle a de mal aimable, jusque dans ce qu'elle a de désagréable, eh bien au moins on dilue la douleur d'exister dans l'approbation qui nous tourne vers elle. Là est l'enjeu de l'éternel retour. Aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel, c'est-à-dire au point de désirer que revienne même ce que la vie peut avoir de détestable, de désagréable. Amoureux du Coran, de la Torah et de la Bible, nous clamons dans les rues nos vérités imprescriptibles. Ce que vous pouvez boire, et quand il faut s'endimancher, quand et comment jouir, et quelle viande vous devez manger. Comment, puissants séniles, osez-vous juger ceux qui s'aiment? Moi je respecte la foi de qui respecte mes blasphèmes. Et quand on assassine au nom d'un credo archaïque, se réclamer laïque redevient un acte civique. Nom de Dieu. Vous avez raison de dire qu'il faut que les étrangers qui arrivent voient qu'il y a des valeurs, qu'il y a des normes dans le pays dans lequel il est. Mais en même temps, un État n'est pas un État qui reste immuable. Ce n'est pas un contenant qui ne va pas bouger dans le temps. C'est quelque chose qui bouge avec les populations qui sont présentes. On a cette contradiction qui consiste d'un côté à valoriser la mobilité. Aujourd'hui, nous tous, on trouve que c'est très bien de venir en 1h15 à Bruxelles, d'avoir des enfants qui font des études supérieures dans plusieurs universités, de voyager à l'étranger, etc. Et en même temps,
Le rapport du PNUD, par exemple, disait de façon beaucoup plus terre-à-terre, que, avec des chiffres à l'appui, que la migration est un facteur de développement humain. Et en même temps, les 2/3 de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement. Ils sont, pour la plupart, interdits de séjour ailleurs que chez eux et soumis à visa, et sinon, c'est la clandestinité. Donc là, il y a une contradiction majeure. Effectivement, on veut que tout circule, sauf les hommes. Moi, je commencerai par dire que pour moi, la mondialisation, ça ne veut rien dire, sauf si on y accole un adjectif qualificatif comme néolibéral. Moi, je parle ou de la mondialisation financière ou la mondialisation néolibérale. J'aimerais bien vous citer aussi un industriel à qui on posait la question, monsieur, pour vous, qu'est-ce que la mondialisation? Et cet homme d'affaires éminent a répondu, la mondialisation, c'est la liberté pour mon groupe d'investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et d'être libre en se faisant de tous les obstacles venant soit de la législation sur le travail, soit de la législation environnementale. J'ai parfois l'impression qu'il faudrait que l'eau du robinet soit noire pour que les gens descendent dans la rue. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à rien faire? C'est la même question, hein, c'est la question de Wilhelm Reich, sans doute par différentes choses. Oui, nous n'avons pas assez à perdre, oui, très clairement. Et ça fait qu'à un moment donné, on fait une analyse coût-bénéfice qui est sur le court terme, hein, et on ne se projette pas assez, mais qui fait que, oui, sans doute, nous sommes à la fois trop anesthésiés et nous manquons aussi de connaissances sur les différents moyens de pression qui sont mis en place. Nous sommes un pays démocratique. Nous sommes un pays avec des ambitions de démocratie. Mais la démocratie, dès l'instant où vous n'avez pas de vigilance, eh bien, il y a des gens qui sont là pour la saper. Ces conditions de séparation de l'Église et de l'État, de combat pour permettre la liberté d'expression totale et entière, ce sont les fondements même de la laïcité, ce sont les fondements même de la démocratie. Rappelons une chose, au fond, tellement élémentaire. C'est que nous avons besoin, si nous voulons libérer, si nous voulons lutter contre les inégalités, contre les... nous avons besoin de nous appuyer sur des principes positifs. Pas le bonheur, mais la liberté, mais l'égalité, mais la justice, mais la solidarité, mais tout ce que vous voudrez. La reconnaissance de l'autre, y compris dans son altérité. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait fondamentales, mais l'action libératrice est une action qui s'appuie, et elle n'est pas libératrice si elle ne s'appuie pas sur l'affirmation et la libération de capacités d'agir libre.